Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour animer cette table ronde. Et surtout, je ne vais pas l'animer tout seul, vous l'avez bien compris. Donc ça fait un peu comme les nominations César, j'ai l'impression. En tout cas, je suis ravi d'avoir avec moi autour de cette table ronde Noémie. Noémie Eliezam Danielo, j'en profite pour la présenter, donc, qui est directrice de l'intelligence artificielle pour le groupe Société Générale. Merci Noémie d'être présente ce matin. Philippine Rougevin Baville, vous n'avez pas vu, qui est la directrice générale de Conto. Merci Philippine. Pierre Roulman, qui est le Chief Operating Officer de la Banque commerciale en France chez BNP Paribas. Et donc Jean-Bernard Mas, le directeur général de Before Bank. Merci à tous les quatre. Alors on a 1 heure ensemble, avec je crois une partie questions-réponses, donc vous pourrez poser vos questions. Donc je démarre tout de suite. Alors je me tourne vers Noémie pour démarrer. Première question, qui est un peu une question que je vous poserai à tour de rôle. Je vais essayer aussi de varier un peu en fonction de vos réponses. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un état des lieux de la Société Générale en 2024? Alors sur la banque de détail, mais je sais que vous avez un périmètre qui est plus large. 2023 était quand même une année, entre guillemets, relativement difficile, en tout cas pour la banque de détail en France, avec la hausse des taux. Bon, je ne fais pas d'écho à ce qui se passe aujourd'hui en France, mais néanmoins, est-ce que vous pouvez nous donner une petite couleur sur l'année 2024? Comment s'annonce-t-elle? Bonjour à tous. Donc déjà, je suis ravie d'être avec vous. Donc effectivement, moi, je dirige l'intelligence artificielle pour l'ensemble du groupe Société Générale. Donc voilà, on couvre 3 piliers d'activité assez différents entre la banque de détail, la banque de financement et d'investissement et puis la mobilité. On couvre un grand nombre de géographies. Je vais répondre à ta question en disant que finalement le point commun entre tout ça, parce qu'on a une banque assez diverse au final, c'est qu'effectivement il y a une grande incertitude sur le plan macroéconomique, il y a une grande incertitude sur le plan géopolitique, il y a une grande incertitude sur le plan technologique et réglementaire. Donc le point commun de tout ça, et nous 2024, est placé aussi indépendamment de la gestion conjoncturelle qu'on a sur nos différentes activités commerciales, etc., sous le signe d'une transformation assez structurelle et assez forte au niveau du groupe. Ce dont on est convaincu, c'est qu'indépendamment du fait que tout l'environnement change, les attentes des clients, elles, en fait, changent au final assez peu. Nos clients, ils veulent une banque qui est efficace, ils veulent une banque qui est fluide et qui répond à leurs besoins, qui est experte et qui est responsable. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, nous, la bonne façon qu'on envisage pour répondre en fait à la fois cette incertitude de contexte et à la fois cette permanence finalement des attentes de clients, c'est que nous, on doit être beaucoup plus à même de mobiliser très vite nos différents atouts, nos différentes offres, les différents parcours qu'on peut proposer pour répondre à ces attentes qui restent pérennes dans un monde qui change. Donc on est entré, et l'IA est assez au cœur de ça, dans une stratégie aussi de plateformisation assez forte de nos activités et de nos technologies et de nos offres finalement, pour être capable de proposer en combinatoire des offres qui leur répondent. Je vais prendre juste un exemple plus concret, hyper concret. On a des e-commerçants, par exemple, qui sont dans la même logique que nous et donc doivent recomposer très souvent leurs activités, doivent s'adapter, des commerçants qui doivent s'adapter au fait que le monde est devenu plus digital, etc. Nous, on a de notre côté banquier des offres de paiement, des offres de financement, des offres de paiement fractionné pour leurs propres clients, des offres de financement de leurs propres activités, des offres d'assurance. Donc, pour nous, sortir une offre comme celle qu'on a sortie pour les e-commerçants, c'est un exemple de la manière dont on recombine nos forces rapidement pour rapidement répondre à leurs besoins en s'appuyant sur ce qu'on sait très bien faire nous dans plusieurs endroits du groupe et aussi sur un certain nombre de partenaires. Donc voilà, c'est juste une façon de répondre à la question, de dire pour nous 2024, c'est être bon sur le conjoncturel, mais surtout transformer structurellement pour être capable de rester bon dans la durée. Merci Noémie. Je me tourne vers Philippine. Philippine, donc Conto, peut-être, bon, je pense que la salle connaît bien Conto, mais la question que je vous poserai pour démarrer, c'est est-ce que quand même vous pouvez nous donner quelques éléments sur Conto, les chiffres clés, là où vous en êtes aujourd'hui et quelques éléments de stratégie?
Oui, bien sûr. Alors déjà, moi aussi, je suis ravie d'être là. Merci à nouveau pour votre accueil. Conto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compte professionnel à destination des TPE et PME. Donc, nous, on est spécialisé vraiment sur les professionnels. On est présent sur 4 marchés aujourd'hui, la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Et on a été créé, fondé en 2017. Donc on est assez récent. Néanmoins, on a quelques années et on a aujourd'hui un peu plus de 500 000 clients. Exclusivement professionnels sur nos 4 marchés et on ambitionne d'en avoir 1 million à horizon 2026. Donc on bénéficie d'une croissance qui est importante. Pour rebondir sur ce que disait Noémie, parce que Conto, et on y reviendra aujourd'hui, pour les professionnels en particulier, répond à un besoin qu'on a vu de marché et qui repose finalement sur 3 piliers. Le premier, c'est un produit facile, fluide, lisible, accessible, fiable, dynamique. Et ça, évidemment, la technologie au sens large, sur lequel l'ensemble, je pense, de nos 4 entreprises se développe, mais les nouveaux acteurs viennent permettre de créer des expériences clients qui sont très fluides. Et nous, ça a été une de nos forces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un service client. Conto, nous, aujourd'hui, on est 100% en ligne. Donc, l'ensemble des interactions. Et donc, je rebondis sur la présentation d'avant. Nous, l'ensemble des interactions, elle est uniquement soit via l'application, soit via notre service client. En revanche, aujourd'hui, notre service client, à l'échelle de nos 500 000 clients, répond en 3 minutes à 95% des réponses correctement. Ce qui nous permet quand même de passer à l'échelle une qualité de service qui nous permet de répondre présent à la moindre sollicitation de nos clients. Ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est évidemment des prix qui sont simples, lisibles à nouveau, très transparents, avec un forfait. Et évidemment, nous, le fait d'être concentré sur les professionnels, avec une solution de bancaire, mais aussi de gestion financière, nous permet de garder de la simplicité dans ces grilles tarifaires. Donc, c'est ces trois aspects-là qui résument Conto et qui résument Conto. Merci Philippine, on pourra rentrer, même s'il y a déjà des éléments dans le détail tout à l'heure. Pierre, BNP Paribas, banque de détail en France, banque commerciale en France, en 2024, est-ce que c'est une année de grands changements? Enfin, on ne va pas revenir sur les aspects conjoncturels, mais c'est quoi la tendance et votre stratégie? Alors, la banque commerciale en France de BNP Paribas, c'est d'abord 3 métiers. C'est une activité sur la clientèle corporate, où on est très bien positionné, et les effets de synergie avec les autres activités du groupe, notamment dans la partie CIB, sont majeurs. Ça se passe très bien. On va dire qu'on est la première franchise bancaire en France, et indépendamment des incertitudes qu'on vit en ce moment, on est quand même très optimiste pour la suite, avec un tissu de clients et un tissu économique qui reste quand même performant, et il faut rester optimiste. On a de très bonnes perspectives aussi, ça fait très longtemps, et là aussi l'effet de synergie avec d'autres activités dans le groupe pour la partie banque privée se passe très bien. Là encore, il faut garder, au-delà des incertitudes qu'on peut tous avoir, un éclairage très important sur cette population qui continue de progresser, et le fait qu'on travaille avec la clientèle de corporate, ou qu'on alimente, que la clientèle retail alimente aussi ce vivier-là, est quand même finalement positif, bien sûr pour BNP Paribas, mais je pense aussi pour l'économie française. Alors je pense qu'après, comme pour nous tous, tous ceux qui font de la banque de détail en France pour la banque particulière, c'est plus difficile. On ne va pas revenir sur les causes essentiellement financières, ces évolutions de taux qui nous font tous beaucoup souffrir. Associé à l'incertitude qu'on est en train de vivre, c'est forcément un petit peu compliqué. Mais là encore, moi je veux être optimiste en disant que, compte tenu de ce que je viens de dire juste avant, le métier de la banque de détail en France, et pour la banque de particulier, pour BNP Paribas, elle est clé. Elle source les 2 autres métiers dont j'ai parlé, elle source d'autres métiers dans le groupe BNP Paribas. Donc c'est extrêmement important qu'on continue de la travailler malgré ces incertitudes. Et donc, comme ça vient d'être évoqué, il faut continuer de la travailler, d'investir, de travailler sur nos modèles de service et sur cette capacité à mieux interagir
avec nos clients. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, comme vous parliez d'actualité, l'actualité très récente, c'est on vient de lancer notre nouvelle application mobile qui est en cours de déploiement pour cette clientèle de particuliers. On a fondamentalement, ça faisait assez longtemps, on a fondamentalement changé l'ergonomie, on a rejoint les standards classiques du marché. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça n'est qu'une première étape. On est passé à l'agile à l'échelle chez BNP Paribas et notamment dans la banque commerciale en France. Et donc notre idée, c'était pas de tout délivrer d'un coup et puis de se prendre les pieds dans le tapis potentiellement. Donc on fait cette première étape qui est une évolution ergonomique et technologique. Et puis au fur et à mesure, et en écoutant les clients, et c'est ça qui est extrêmement important, avec des phases de tests et d'écoute clients qui sont extrêmement importantes, les évolutions vont venir de manière itérative dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on voit bien au travers de cet exemple qu'on continue d'investir très significativement via la technologie sur cette typologie de clientèle. Merci Pierre. Alors Jean-Bernard, donc vous faites à la fois partie d'un grand groupe, le groupe Crédit Agricole, mais à la tête de Before-Bank, leur banque en ligne. Est-ce que vous pouvez nous parler de Before-Bank? Je sais que l'année dernière, Before-Bank, on peut dire, a fait sa révolution. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors effectivement, Before-Bank, on est à la fois une banque digitale déjà un peu ancienne, puisqu'on est né en 2009, et puis une sorte de start-up, puisque en fait, on a eu plusieurs temps. On a été au départ une banque haut de gamme sur une clientèle patrimoniale et nous ne faisions que de la gestion de patrimoine. Et puis il y a eu un second temps où cette banque digitale s'est étendue pour ouvrir des comptes courants, faire du crédit, y compris du crédit immobilier, sans pour autant avoir un nombre de clients particulièrement important. Donc voilà, nous avions culminé dans ce temps-là à 240 000 clients. Et puis il y a 3 ans, le groupe Crédit Agricole a vraiment décidé de remettre le paquet sur sa banque digitale avec un investissement considérable. Et donc nous avons refondu complètement la banque. C'est pour ça que je dis que c'est aussi une sorte de start-up, puisque ça a été une vraie révolution interne. Donc nous aussi, effectivement, nous sommes à la fois passés à l'échelle en matière d'agilité, et puis surtout, on a tout refait le socle technologique sur les dernières technologies, où nous sommes en train d'aller totalement dans le cloud. Donc aujourd'hui, le travail est fait à 50%, il sera achevé l'an prochain. Et donc ça nous donne beaucoup d'agilité dans notre façon de délivrer nos services. Donc nous nous sommes résolument repositionnés. Vous avez peut-être vu nos publicités à partir de septembre 2023. Et donc nous avons remis en avant finalement ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude. C'est-à-dire que les clients, ils ont besoin évidemment de beaucoup de digital. Aujourd'hui, ils ont besoin de rapidité, ils ont besoin de fluidité. Pour autant, le besoin d'humain est toujours là. Et nous, ce que nous avons voulu faire, c'est revendiquer l'humain en plus pour une banque digitale. Là où, en général, quand on est une banque digitale, on va chercher d'abord le prix le plus bas, donc avec les coûts les plus bas. Et souvent, les coûts les plus bas veulent dire pas trop d'humain. Donc nous, on a pris un peu le parti inverse, de mettre l'humain en frontal comme étant un atout réellement différenciant. Donc je suis ravi de voir que les résultats de votre étude, finalement, nous donnent plutôt raison. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut être excellent dans le digital, parce que sinon les coûts de l'humain deviennent prohibitifs. Et donc ça nous pousse à aller au maximum dans le self-care vis-à-vis de nos clients, de leur donner le meilleur service, mais leur donner toujours la possibilité d'accéder à un humain quand ils en ont besoin. Un des canaux qui est le plus utilisé pour nous, c'est le chat dans l'application. On a finalement 51% de nos clients qui prennent contact avec nous par le chat, qui est un outil qui doit être effectivement extrêmement rapide en termes de réponse. Donc nous avons des conseillers qui en moyenne répondent en moins de 30 secondes. Puis évidemment, nous avons aussi des appels téléphoniques, des mails, etc. Mais on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui est attendu par nos clients, même si d'abord ils vont chercher le self-care, la possibilité de tout faire par eux-mêmes, de le faire rapidement, de le faire de façon fluide. Le fait de pouvoir se dire, quand j'ai besoin, j'accède à un humain, et ce n'est pas un chatbot, ce n'est pas de l'IA, c'est un vrai humain, c'est quelque chose qui est différenciant. Mais je pense qu'on reviendra sur l'IA tout à l'heure, et je pense que c'est quelque chose qui est quand même porteur. Merci Jean-Bernard. Alors effectivement, on le voit bien avec vos présentations, j'ai un peu envie de vous interroger pour ce premier thème sur cette relation. On parle beaucoup d'humain, on parle beaucoup de digital, on entend les investissements technologiques importants. On voit dans les résultats de l'étude que finalement les clients sont quand même attachés à leurs conseillers, même si visiblement ils les voient que 1,3 fois par an en agence.
Est-ce que 2024, on va parler aussi de l'intelligence artificielle qui peut être aussi un élément différenciant. Donc est-ce que 2024 est une année où on pourrait avoir une sorte de basculement? On voit bien les banques traditionnelles investissent, on parle beaucoup de self-careisation, donc les parcours digitaux deviennent quand même assez proches entre les banques en ligne et les banques traditionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui on sent une sorte de convergence entre les modèles? Alors je me tourne pour répondre par exemple vers Noémie qui finalement fait cohabiter dans sa banque à la fois un réseau traditionnel et Boursorama. Oui, merci. Donc effectivement, nous, depuis très longtemps, on est convaincus aux deux modèles. Donc on a les deux modèles depuis 2015 dans la banque. On a la marque SG d'un côté et Boursorama de l'autre. Et ces deux modèles qui sont matures, en fait, désormais. Donc, on a d'un côté, effectivement, notre banque SG avec, on a 9 millions de clients, mais qui a complètement avancé dans sa mue digitale, puisque on a beau, bien sûr, chaque client a un conseiller, mais on a 70% de nos clients qui sont en contact avec nous tous les jours par le digital. On est très bien ranké au niveau de l'application, etc. Donc, cette mue digitale, très clairement, elle s'accélère, y compris sur des services qui vont bien au-delà du self-care. On a à peu près 15% de ventes qui se font par le digital, on vise 30%. Donc ce modèle, je dirais, de banque omnicanal, il est mature et il continue absolument d'avoir de l'appétence de nos clients et d'être apprécié par nos clients. En face, on a Boursorama qui a à peu près ou pas encore, ou presque 6,5 millions de clients. Je pense qu'on doit être à 6,3 millions de clients. Et c'est loin d'être terminé puisqu'on vise 8 millions de clients à 2026, 300 millions de résultats nets. Donc c'est un modèle qui est encore en très forte expansion. En même temps, on est loin de la banque en ligne qui propose que quelques services puisqu'on a maintenant 45 produits, on couvre toute la gamme. Et donc là aussi, c'est un modèle qui en fait est mature, a trouvé son marché, a un score Net Promoter Score très élevé, le meilleur depuis 5 ans je crois dans les banques françaises. Donc en fait, ces deux modèles coexistent et continuent de mûrir très vite. Et donc moi, je les oppose pas du tout. Je pense qu'en fait, ils sont de plus en plus tissés l'un à l'autre. Tu as montré des chiffres tout à l'heure dans l'étude sur le niveau de banque principale des banques en ligne. Nous, Boursorama, on est à moitié des clients pour qui Boursorama est la banque principale. Ce qu'on observe aussi, c'est que en fait, un même client peut aller dans sa vie d'un modèle à l'autre. On voit qu'on a des clients qui étaient clients SG, qui sont ensuite devenus clients Boursorama, qui sont devenus c'est devenu leur banque principale, puis à un autre moment de leur vie, sont revenus sur un modèle plutôt SG. Donc moi, je pense qu'en France en particulier, il y a encore largement de la place pour les deux modèles. Et même, en fait, ils sont de plus en plus en train de satisfaire les clients qui en ont besoin à ce moment de leur vie. Merci. J'ai envie de poser la même question à Pierre, qui fait aussi cohabiter chez BNP Paribas, banque entre guillemets traditionnelle, puis Hello Bank, Compte Nickel aussi. Quel mix, quelle hybridation? Alors, on a évidemment exactement les mêmes problématiques, mais je pense nous sommes en train de les poser un peu autrement. On n'est pas en train de dire il y a différents modèles, et entre guillemets, on passe de l'un à l'autre, ils sont complémentaires. On a une vision un tout petit peu différente. On dit, mais finalement, un client, c'est pas il passe d'un modèle à un autre, il a besoin de l'ensemble des modèles. Peut-être dans des moments, et selon ses besoins, il doit passer instantanément d'un modèle à un autre. Et donc, ce qu'on est en train de faire chez BNP Paribas en France, c'est de dire, bah oui, il y a du digital et du self-care, oui, il y a du servicing, et oui, il y a du conseil. Et en fait, un client, il a besoin des trois. Il n'a pas besoin de l'un ou de l'autre ou du troisième. C'est un client, il a besoin de faire du self-care très régulièrement. Et puis certains clients ne feront que du self-care. Puis ce même client, il a besoin, quand il a une difficulté, une question très particulière, il a besoin d'avoir une réponse de sa banque en mode servicing et en mode instantané. Et puis, à certains moments de sa vie, dans des moments de vie très particuliers, il a besoin de conseils. Et donc, tout le sujet, ça ne va pas être de passer d'un modèle à un autre. Ça va être de proposer les trois modèles, d'ultra-personnaliser la relation avec les clients, parce que certains clients seront probablement beaucoup plus consommateurs de tel canal ou de tel canal, mais de toujours proposer les trois.
Et en fonction du besoin du client, on associera, et bien évidemment, en fonction de la valeur ou en fonction de l'usage, on proposera peut-être des associations différentes. Mais donc nous, c'est ça notre vision et c'est là-dessus qu'on doit progresser. On n'est pas dans l'opposition et puis bien sûr qu'on a Hello Bank, bien sûr qu'on a Nickel, mais dans des modèles qui sont beaucoup plus intégrés et pas opposés. Merci Pierre. Philippine, vous venez, on va dire, de la nouvelle économie, banque plutôt a priori digitale, pas d'agence. 100% digital même. Exactement. Quelle réponse à ces questions ou comment réagissez-vous par rapport à des modèles plus traditionnels, notamment dans les moments qui comptent? Comment adressez-vous votre clientèle, entreprise et pro? Oui, alors déjà, nous, la particularité, à nouveau, c'est qu'on adresse que des professionnels. Et des professionnels qui sont des petites entreprises. Aujourd'hui, une partie importante de notre base client, c'est des créateurs d'entreprises. En gros, nos clients, c'est entre 0 et 100 employés. Nous, ce qu'on constate et ce que nous partagent ces clients-là, c'est qu'ils ont un besoin, en effet, d'immédiateté et qu'on constate dans les usages de ces clients professionnels, eux-mêmes, dans leurs usages, dans leurs utilisations de paiement, etc., une forte digitalisation de leur business. Et donc, pour ces clients-là, c'est assez naturel de s'adresser à un produit 100% digital à partir du moment où il répond présent. Je ne pense pas non plus que ce soit, en tout cas, la seule solution, l'avenir, tout le monde sera en ligne, etc. On a aussi des clients qui ont besoin, en parallèle, d'avoir des solutions de la banque de détail. Je pense que les deux modèles ont totalement leur avenir à partir du moment où on se remet dans les chaussures du client. Nous, ce qu'on constate à nouveau du coup avec nos clients, c'est qu'aujourd'hui, quand on est créateur d'entreprise, la dernière chose sur laquelle on a envie de passer son temps et son énergie, c'est de prendre un rendez-vous en agence, d'attendre pour le rendez-vous, de se déplacer au rendez-vous. C'est juste ça ne convient pas à un créateur d'entreprise qui a un enjeu très important de maximiser son temps, d'optimiser son temps, son énergie, etc. Et donc, ces solutions digitales, dans ce cadre-là, apportent une solution qui correspond à ce besoin. Pour d'autres usages, la banque de détail répond assez bien. Pour le conseil, alors nous, à nouveau, sur le côté professionnel, la plupart de nos clients sont accompagnés par des experts comptables. Et donc, nous, quelque part, cet expert comptable fait aussi ce relais de conseil. Donc, nous, notre solution offre des produits via intelligence artificielle, via juste la bonne visibilité sur les solutions bancaires, sur les solutions de gestion des dépenses, etc., etc. Mais il y a aussi l'expert comptable qui, pour nous, est un partenaire clé dans l'approche et la relation à nos clients professionnels parce qu'ils ont ce rôle de conseil très important qui est complémentaire aussi à notre solution. Merci Philippine. Jean-Bernard, donc vous avez évoqué en introduction un modèle de banque digitale, mais qui mixe humain et digital pour se démarquer. Je pense qu'il y a quand même une question de coût sur ces banques digitales qui sont en tout cas réputées être un peu plus low cost. Comment vous arrivez à gérer cette équation entre j'amène de l'humain, mais néanmoins en restant compétitif sur les prix? D'abord, effectivement, l'humain, il vient en plus du self-care. Donc c'est ce que j'exprimais en introduction. Pour être très bon dans l'humain, il faut d'abord être très bon dans le digital, il faut être très bon dans le self-care. Il faut que les parcours soient le plus fluides possible. Donc il faut se concentrer sur un cœur de métier. C'est aussi ce que nous avons fait en renouvelant notre socle technologique. C'est revenir sur la banque du quotidien et puis travailler avec les partenaires, notamment des partenaires groupe Crédit Agricole, pour les autres produits et services comme le crédit, l'assurance, les fonds, etc. Donc en revenant sur ce corps de métier, on a fait une application extrêmement simple, extrêmement fluide pour le client. Donc le besoin de l'humain, il doit venir dans un second temps. Ensuite, je pense beaucoup que l'IA sera une vraie solution. Quand on voit aujourd'hui le potentiel que ça amène, ça va transformer les métiers. J'en suis absolument convaincu. Le potentiel est partout, dans tous nos métiers, que ce soit pour coder finalement de façon beaucoup plus rapide, ou pour aider les codeurs à coder vite et à avoir des applications qui sont beaucoup plus pertinentes, pour aider les conseillers dans la façon de répondre à un client, pour répondre directement à un client une fois que les problématiques d'hallucination auront été traitées, et je suis assez convaincu que ça viendra, ce sera une question d'entraînement. Donc en fait, il faut vraiment investir dans la technologie, parce que c'est la technologie
qui permettra d'apporter d'abord le meilleur du digital au client, et puis, de ce fait-là, de pouvoir lui mettre à disposition un humain pour les quelques cas où il a besoin de faire appel à lui. Et dans ces cas-là, il sera prêt à accepter que ça peut avoir aussi un coût. Voilà. Donc ce n'est pas forcément une logique de low cost. Je pense qu'il faut assumer un modèle. Et nous, on a un modèle qui est très peu cher, mais qui n'est raisonnablement pas le moins cher du marché, parce qu'on veut assurer cette dimension-là humaine en plus. Voilà. Et si je peux me permettre de revenir sur ce qui a été dit, finalement sur la coexistence des deux modèles, je voudrais répondre aussi avec mes deux casquettes, Crédit Agricole et puis Before Bank. D'abord la première, je pense qu'effectivement, mais ça a été dit, je suis convaincu que l'ensemble de ces modèles vont coexister. Ils vont quelque part évoluer et converger progressivement. Alors ça prendra du temps, mais je crois assez fortement à cette convergence, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'étude, le client a besoin de l'humain, il a besoin pour certains de la proximité, la rassurance de la proximité physique. Donc moi je crois à la convergence des modèles. Après c'est une question aussi de prix. La proximité physique a un coût. Et pourquoi les banques digitales performent, pourquoi les banques digitales ont eu cette expansion qu'elles ont eue dans les années précédentes et qu'elles continuent à avoir, c'est parce que le rapport qualité-prix est radicalement plus bas, parce que les coûts sont moindres, parce qu'il n'y a pas de réseau à entretenir. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Et en tout cas, je pense que pour une banque digitale, l'apport de l'IA sera considérable pour continuer à croître sans faire croître les coûts humains, mais pour pouvoir l'apporter en plus lorsque c'est nécessaire. Alors, oui, Philippine. Oui, non, je voulais rebondir sur ce que Jean-Bernard disait. En effet, on a tendance, sur 2 points, en fait, finalement, que vous avez couvert. On a tendance à opposer banque digitale et humain. Nous, ce qu'on constate chez Conto, c'est au contraire que le digital permet aussi parfois, et souvent, s'il est bien fait, d'amplifier et d'accélérer le rapport humain. Et donc, pour moi, c'est une erreur d'opposer les deux. Parce que aujourd'hui, et on en reviendra, je pense qu'on va parler un tout petit peu d'intelligence artificielle, nous on a fait le choix très fort, et on continue à le faire, de ne pas justement mettre de l'intelligence artificielle sur notre contact avec le client. Parce que notre service client, évidemment, se pose la question en permanence de le voir comme un centre de coût, comme un centre de profit. Nous, depuis le début, on le voit vraiment comme un centre de profit, on investit dessus. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne l'optimise pas. En revanche, la dernière touche en contact avec le client, c'est une personne. Pour 2 raisons. Un, parce que ça permet d'avoir tout le contexte, etc., et pas de se retrouver face à un chatbot qui répond à côté de la plaque, même si les chatbots vont évidemment évoluer et vont être très bons. Et la deuxième raison, c'est que ça nous donne une source d'information extrêmement précieuse pour nous continuer à développer notre produit, comprendre nos clients, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en effet, sur le côté centre de profit, centre de coût, on dit que les... Alors, je pense qu'il y a B2C, B2B aussi, là, sur la partie banque digitale. Nous, le fait de ne pas avoir de réseau, c'est évidemment une poche sur notre bottom line qui n'existe pas, qui n'est pas en effet à entretenir, à faire exister, etc., qui nous permet de réinvestir sur d'autres éléments, dont notamment un meilleur service client. Merci Philippine. Et effectivement, je pense qu'on est rentré dans un des sujets clés qu'on voulait évoquer ce matin. Vous avez déjà commencé à évoquer l'intelligence artificielle, puisqu'on parle de digital, d'humain. Finalement, intelligence artificielle, c'est du digital et de l'humain. Je me tourne vers Noémie, qui est quand même directrice de l'IA pour Groupe Société Générale. Comment vous utilisez l'IA? Enfin, je pense que vous allez dire aussi que l'IA, elle existe depuis longtemps dans la banque. Par contre, aujourd'hui, on en parle beaucoup, en particulier avec l'IA générative. Donc voilà, comment l'IA est utilisée dans la banque? Et est-ce que vous avez des cas concrets aussi? Est-ce qu'on est aujourd'hui encore à l'expérimentation ou est-ce qu'on est vraiment maintenant dans des phases de passage à l'échelle, comme on dit? Oui, donc juste, en intro, je veux juste rebondir, parce que, je suis tout à fait d'accord qu'on n'oppose pas le digital et l'humain. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Philippine. Et le deuxième point qui est important, je pense, c'est qu'on n'oppose pas non plus le digital et le conseil. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a d'interactions, quelles qu'elles soient, dont largement digitales, parce qu'en plus, elles ont l'avantage d'être traçables, etc., plus on a d'interactions, plus on a de données qualitatives sur nos clients. Et donc, plus on est capable d'entraîner, enfin, de travailler cette donnée, d'entraîner des algorithmes importants, et donc plus on est capable de bien comprendre les attentes des clients, d'y répondre mieux, et donc plus on a d'utilisateurs de nos services, et donc plus on a de données. Et donc en fait, ce cercle-là, entre finalement la qualité de la relation client, la captation de données de qualité, l'IA finalement, et de nouveau la qualité et la satisfaction client,
il est fondamental pour comprendre pourquoi l'IA, finalement, c'est pour moi un peu le nouvel horizon de la transformation digitale. Mais en fait, ça n'a pas d'existence en isolation, et c'est pas parce que les technologies ont très largement progressé là dans les dernières mois, années, jours, c'est très rapide, qu'en fait, ça ne marche que parce que c'est le résultat d'une transformation beaucoup plus longue et beaucoup plus profonde du modèle relationnel et des interactions. Donc ça, c'est le premier point en introduction. Pour répondre sur l'IA, donc oui, l'IA pour nous c'est de l'histoire, c'est déjà de l'histoire. On a commencé en 2016 ce chemin d'utilisation de l'IA, et dès 2016 en fait on a eu des cas à l'échelle, c'est-à-dire complètement intégrés à nos processus, justement sur des chaînes qui étaient déjà très fortement digitalisées. Par exemple, le monitoring de la fraude au paiement. C'est un cas qui, pour nous, est très largement à l'échelle depuis 2016-2017, donc sur lesquels, bien sûr, on est déjà complètement à l'échelle. Donc on est déjà depuis longtemps plus dans l'expérimentation. On a eu une deuxième phase, plus d'accélération, en 2019, où on s'est fixé cet objectif de 500 millions de création de valeur avec notre portefeuille de data avancée et d'IA. On est déjà, on y est quasiment, enfin on est à plus de 450 millions de potentiel aujourd'hui, avec 40% à peu près de la valeur sur l'efficacité opérationnelle. Donc là, il y a plein d'applications possibles. Tout ce qui est document processing, traitement des documents, traitement des processus de type connaissance client. Il y a tout un tas de cas d'applications. Il y a à peu près 25% plutôt sur la gestion des risques. Donc j'ai parlé de la fraude au paiement, mais il y a aussi le management des découverts, par exemple, pour être capable de prendre les meilleures décisions et d'aider nos conseillers, et parfois de prendre les meilleures décisions directement pour que le client soit satisfait. On a tout ce qui tourne autour de la lutte contre le blanchiment. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses où l'intelligence artificielle est très puissante et peut largement nous aider parce qu'elle est très forte en détection de ce qu'on appelle détection de patterns de fraude. Donc ça, on l'utilise déjà beaucoup et encore une fois partiellement à l'échelle déjà. Ensuite, il y a à peu près encore 25% qui sont dans la relation client. Donc là, tu l'as mentionné, bien sûr, les chatbots, les callbots qui vont très largement progresser, mais qui étaient déjà quand même utilisés. Et puis aussi des choses plutôt du registre finalement du coach financier, enfin déjà presque un peu du conseil automatisé. Et puis le dernier point, c'est plutôt tout ce qui est développement business, donc des recommandations, des scores de recommandations, etc. Ça c'est pareil, c'est utilisé de façon très large depuis longtemps. Maintenant, bien sûr, l'IA générative a beaucoup changé la donne. Enfin, juste je rappelle, ChatGPT, c'est 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Netflix, c'est 3 ans et demi, hein, juste pour qu'on se rappelle. Donc, bien sûr qu'on l'a vu dans l'étude, ça a très largement aussi changé le rapport de nos clients à cette intelligence artificielle. Nous, on voit à la fois un potentiel d'accélération très fort sur les cas d'usage qu'on avait déjà. Par exemple, tout ce qui est le traitement des emails, des demandes entrantes. Donc, les IA génératives vont permettre d'être bien meilleurs dans la compréhension de la demande, dans la classification, dans la priorisation, voire dans la pré-réponse. On n'est pas du tout encore à faire répondre un robot. Hein, on n'est pas encore à ce niveau de maturité. En revanche, oui, on voit très bien le potentiel d'accélération. Et puis, il y a aussi des nouveaux cas, plutôt sur les fonctions génératives à proprement parler. Donc voilà, vraiment, soit en aide de nos conseillers pour répondre beaucoup plus rapidement à des appels d'offres. Ça, dans le monde du corporate, c'est particulièrement important parce que quand on a un appel d'offres d'un grand client corporate, ben, on a beaucoup de données à brasser, on doit répondre dans des formats très précis. Donc ça, c'est très puissant pour ce type de use case. C'est très puissant aussi pour des use cases plutôt génération de vidéos pour commenter. Je pense que Samuel, peut-être de Boursebank, en parlera tout à l'heure. Génération de vidéos pour commenter l'actualité boursière, etc. Ça, c'est des cas nouveaux qu'on ne savait pas vraiment faire avant. On a parlé un petit peu du monde du développement aussi, parce que c'est pareil, en fait, augmenter très largement l'efficacité de nos développeurs en leur permettant de coder plus vite, de traduire du code obsolète, bah, c'est plus de services pour nos clients, en fait, à la fin, puisque du coup, ça augmente beaucoup notre capacité de delivery. Tout ça, c'est des cas sur lesquels on est... et puis le dernier, c'est évidemment tout ce qui est knowledge management, plutôt, donc la capacité d'apporter plus vite la bonne réponse, soit directement aux clients, soit à nos conseillers. Donc, on est à l'échelle dans un certain nombre de cas où on avait déjà des cas à l'échelle et où, en fait, on booste un peu au large language model des cas existants. Par contre, on est encore très largement, et je pense qu'on fait bien, en expérimentation sur les usages les plus nouveaux,
pour une raison qui est assez simple, c'est que, en fait, bien sûr, c'est un challenge technologique. Il y a des challenges de l'ordre de la data science. Il y a un challenge d'intégration aussi à nos systèmes informatiques. Mais ça, je dirais, c'est presque juste la partie émergée de l'iceberg. En fait, le vrai challenge, c'est comment on gouverne ces intelligences, quelles règles on met. On a par ailleurs l'AI Act qui est venu ajouter encore un peu à la réglementation sur tous ces modèles. Donc bien sûr, il y a des risques qu'on connaissait, les risques de modèles, la gestion des biais, la cybersécurité, l'accès à la donnée, c'est des risques qu'on connaissait, mais que effectivement, plus on va à l'échelle, plus on doit être vigilant. Et il y a des nouveaux risques. Les hallucinations, ça en fait partie, la gestion de la propriété intellectuelle, par exemple, qui sont spécifiques aux IA génératives et qui nous demandent de monter, c'est ce qu'on a fait, donc nous on a monté une gouvernance multi-expertise très forte pour être capable de donner très rapidement des directives à l'ensemble de nos business lines et d'exécuter dans un cadre très clair. Et le dernier point, le dernier gros challenge, qui est donc une fois qu'on sait à peu près ce qu'on veut exécuter, comment on veut exécuter, c'est ensuite tout le modèle opérationnel, je dirais. Donc l'intelligence artificielle, on le voit bien, les GAFA nous le disent régulièrement, c'est des milliards d'investissements. Donc nous, on doit aussi réfléchir à comment on le fait à un coût qui est maîtrisé pour ne pas, encore une fois, refacturer à nos clients trop de coûts. Donc on doit trouver les bons partenaires, leverager de temps en temps les bons partenaires, de temps en temps plutôt de l'open source. Et puis, ça c'est la partie plutôt technologique. Et puis la partie humaine, évidemment, il y a un impact majeur sur les compétences, que ce soit les compétences, je dirais, des experts, bien sûr, des nouvelles compétences dans l'informatique, des nouvelles compétences dans la data science, mais plus largement, les compétences de, finalement, tous nos leaders et collaborateurs métiers qui doivent comprendre de quoi il est question pour pouvoir penser les bonnes applications et prioriser les bonnes applications. Merci Noémie. Bon, je crois que c'est un bon panorama à la fois des enjeux, du potentiel et de toutes les, on va dire, les contraintes ou les éléments à prendre en compte. Pierre, chez BNP Paribas, l'intelligence artificielle, j'imagine, c'est aussi le quotidien. Vous êtes confronté aux mêmes problématiques ? Alors, je pourrais faire pratiquement le même discours que Noémie, donc je ne vais pas vous embêter avec cela. On travaille exactement sur les mêmes sujets. Peut-être le premier message, c'est, comme l'a dit Noémie, mais comme on le dit tous, ça n'est pas nouveau. Alors, effectivement, il y a un peu cette révolution sur la partie générative, mais les solutions d'intelligence artificielle, je pense pour tous et pour le groupe BNP Paribas en particulier, ça n'est absolument pas nouveau et l'ensemble des cas d'usage qui ont été évoqués sur la fraude, sur la lutte anti-blanchiment, sur des modèles de score apprenants, sur par exemple les opportunités commerciales ou plein d'autres choses encore, ne sont pas nouveaux, sont complètement matures et apportent de la valeur à la fois en efficacité opérationnelle, mais aussi en développement de PNB, par exemple sur la customisation, la personnalisation d'offres de tarification, de personnalisation de tarification. C'est extrêmement important. Moi, peut-être le point sur lequel je veux plus insister, c'est effectivement ce qui se passe sur l'intelligence artificielle générative. Là aussi, je rejoins les différentes thématiques. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais nous, on investit beaucoup sur ce sujet-là, mais avec, entre guillemets, une forme de prudence. Une forme de prudence, non pas qu'on ne veut pas y aller, ça sera incontournable et ce sera absolument indispensable d'y aller, mais entre ce qu'on lit, ce qu'on voit, et effectivement, tous les effets d'annonce, la création de valeur, l'effet un peu waouh des modes démo, une fois qu'on a passé ça, pardon, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Surtout quand on veut passer à l'échelle en mode industriel. Et donc, ce qu'on est en train de voir, on est en train d'apprendre, et donc je veux reprendre les différentes thématiques qui ont été posées par Noémie. Première thématique, c'est la thématique de la compétence. Alors, il y a une très bonne nouvelle, et puis il y a un gros challenge. La bonne nouvelle, c'est que les banques, et le groupe BNP Paribas en particulier, sur ces nouvelles compétences, on est extrêmement bien perçu.
C'est-à-dire que pour le groupe BNP Paribas, au-delà d'être une banque ou d'être un groupe financier, il est en train aussi de devenir une entreprise technologique. Et que ces nouvelles compétences, on arrive à les capter. C'est-à-dire que la marque, le groupe, les cas d'usage qu'on propose sont attirants. Alors après, il faudra les maintenir, développer ces communautés, mais c'est une très bonne nouvelle. On s'est un tout petit peu inquiété au départ en disant on a une image de vieux pachyderme, mais en fait, pas du tout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a l'autre sujet qui est voilà, l'intelligence artificielle qu'on va proposer à nos collaborateurs, les conseillers augmentés, vous connaissez tout ça par cœur. Moi, j'ai une conviction extrêmement forte, qu'on lit un peu partout, c'est que les métiers qui vont survivre, c'est ceux qui vont savoir utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est de l'ordre du lieu commun, mais elle est où la difficulté? C'est que jusqu'à présent, nos collaborateurs, d'une manière générale, vis-à-vis de l'informatique, l'informatique, c'était un peu binaire. C'était des 0 ou des 1, et puis il fallait plutôt croire l'informatique. Là, l'intelligence artificielle générative, elle va proposer des solutions. On va faire le maximum pour que ces propositions, ces solutions, cette génération soient fiables, mais il va falloir avoir un esprit critique. Il ne faut pas prendre le sujet pour argent comptant. Il va falloir continuer de l'enrichir. Et en fait, c'est un progrès pour le collaborateur. Ce n'est pas seulement on t'aide, c'est tu dois continuer quelque part, et pour les Français, ça veut dire quelque chose en particulier, il va falloir avoir un esprit critique vis-à-vis de ça. Et donc, dans l'appropriation de ces nouvelles technologies sur le terrain, cet enjeu-là, il va être très significatif. Ça, c'est le sujet des compétences. Après, on a le sujet, évidemment, de l'IACT, du risque de ces jeux-là. Je pense que ça doit nous aider à être extrêmement vigilants. Et donc là aussi, il n'y a pas de raison qu'on fasse n'importe quoi. Mais moi, j'ai toujours dit, la régulation, elle est là pour protéger les clients, mais finalement, elle est là pour nous protéger, nous tous aussi professionnels, de dérives potentielles qu'on pourrait faire. Nous, on met en place aujourd'hui dans nos organisations agiles des risk officers sur ces sujets-là. C'est-à-dire que maintenant, dans le développement de ces modèles, cette compréhension du risque que nous prenons par rapport au cas d'usage est absolument clé. Et je pense qu'on est au début du commencement du risque que nous prenons sur un certain nombre de choses. En interne, moi j'ai l'habitude de dire, et ça doit parler à certains, le risque il y a encore 10 ans, c'était la Shadow IT, qui n'était pas pilotée par l'IT et qui proposait un peu n'importe quoi. Nous allons prendre beaucoup plus de risques avec des modèles qui seraient non maîtrisés. Donc il va falloir être extrêmement prudent. Le troisième sujet, c'est le sujet de l'industrialisation. On parle tous en centaines de milliers de clients, voire en millions de clients, de l'intégration dans les process. Et donc le positionnement et l'intégration de ces modèles et de ces data scientists dans ces modèles industriels est absolument clé, et leur bonne intégration dans les parcours clients via l'IT. Mais quand je dis ça, la question qu'il va falloir qu'on se pose réellement, c'est on parle de valeur, et donc on parle en valeur brute, en création de valeur. Sur l'intelligence artificielle générative, on ne s'est pas bien encore posé la question, et j'avoue humblement que dans le groupe BNP Paribas, on est très prudent là-dessus, c'est combien tout ça va coûter. Parce que la création de nouvelles valeurs, il va falloir faire de la création de valeur nette. Et je peux vous dire que dans les premiers cas d'usage d'intelligence artificielle générative, on me parle des GPU, et puis quand moi, bêtement, je pose un peu la question de quand on passe à l'échelle sur tel modèle ou sur tel modèle, et qu'on me donne le nombre de GPU qu'il va falloir mettre en place, ben, je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour deux raisons. Cette première raison, c'est extrêmement coûteux. Et deuxième raison, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Donc on est totalement à l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc il va falloir se re-questionner sur, évidemment qu'on va y aller, mais comment on va y aller sur les LLM? Est-ce que c'est des bons modèles? Comment on les intègre? Comment on les optimise? Comment on les intègre dans les process industriels? Combien ça coûte tout ça à la fin?
Et puis parce que c'est quand même notre métier de base de vérifier que le business case est rentable. Donc moi, j'adore, et je suis un très grand sponsor, et je peux vous dire que je vois quelqu'un au fond de la salle qui me connaît bien et qui me supporte au sens français du terme. C'est pas facile. Je crois beaucoup à l'intelligence artificielle générative, mais on est juste au début du commencement de l'histoire. Et je pense que dans 3 ou 4 ans, si on fait la même table ronde, je ne suis pas sûr qu'on dise exactement la même chose. Donc voilà. Merci Pierre pour cet éclairage. L'heure avance. Je voulais peut-être poser une question pour refermer la parenthèse de l'intelligence artificielle. De toute façon, on en parlera largement dans la journée, à Jean-Bernard et à Philippine, sur un peu la couleur internationale. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent on le voit dans les modèles des banques digitales, des néobanques, etc. Il y a cette volonté d'aller très vite à l'international. Donc vous l'avez dit, Philippines, vous êtes sur 4 pays. Jean-Bernard, je crois qu'il y a tout un plan de déploiement à l'international. Déjà, Jean-Bernard. Oui, effectivement, en refondant une nouvelle offre sur la base d'une nouvelle plateforme technologique, nous faisons nativement une banque internationale. Et en fait, on s'aperçoit qu'en matière de banque digitale, en tout cas sur le marché des particuliers, mais je pense que c'est aussi assez vrai sur le marché des professionnels, les attentes des consommateurs européens sont relativement similaires. Au fond, tout le monde attend la même chose, de la simplicité, des coûts bas, de la personnalisation, du conseil, etc., du conseil le plus proactif possible. Et au fond, ces attentes sont les mêmes. Donc ce qui compte, c'est d'avoir le système qui permet d'aller partout au moindre prix. Donc ça passe par la technologie. Et donc c'est pour ça qu'on a refondu complètement notre plateforme. Notre ambition, c'est d'aller chercher 3 millions de clients en France et à l'international, avec 2 logiques. Une première logique qui est de compléter le dispositif du groupe Crédit Agricole à l'étranger, puisque en Europe, le groupe Crédit Agricole est présent par beaucoup de filiales, par le crédit consommation, par l'assurance, par Amundi, la gestion de fonds, le wealth management. Et finalement, il y a peu de pays dans lesquels le groupe Crédit Agricole en Europe est présent par la banque de détail. Donc nous sommes présents évidemment en France, nous sommes présents en Italie, nous sommes présents en Pologne. J'ai été moi-même en Pologne 8 ans en dirigeant la filiale polonaise. Et c'est tout. Dans les autres pays, nous n'y sommes pas au titre de la banque digitale. Et donc, en ayant recréé un nouveau Before Bank, finalement, le groupe Crédit Agricole se dote de cette capacité à aller compléter ses lignes métiers dans l'ensemble de ces pays où on est déjà et créer cette boucle vertueuse entre un distributeur bancaire qui est puissant parce qu'il peut s'appuyer sur des producteurs bancaires qui apportent chacun leur expertise, métier, et puis parce qu'on a la relation de proximité, on pourra conseiller ces produits de ces mêmes producteurs, ce qui ne veut pas dire qu'on travaille qu'avec des producteurs du groupe, évidemment, mais en tout cas, ça crée pour le groupe Crédit Agricole des synergies et de la valeur ajoutée. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va aller que dans des pays où le groupe est déjà fortement implanté, parce qu'avec les partenariats qu'on peut nouer avec d'autres acteurs, finalement, on va suivre aussi leur propre logique d'internationalisation. Voilà, donc on a déjà un partenaire avec qui on travaille ici en France. Il va s'implémenter à l'étranger. On va certainement le suivre. En tout cas, on a cette intention-là, même si le groupe n'est pas fortement implanté dans ce pays-là. Merci. Et Philippine, donc vous êtes depuis assez longtemps maintenant, je crois, dans 4 pays. Est-ce que c'était la stratégie dès le départ? Est-ce que c'est simple, compliqué? On parle de l'union bancaire qui est encore loin d'être faite. Ouais, assez longtemps à l'échelle de Conto. Donc nous, on s'est créé en 2017. On a été évidemment, notre marché historique, c'est la France. C'est encore notre premier marché. Mais dans les 2 à 3 ans, déjà dès le début, on a eu une ambition européenne. On a toujours voulu et eu cette vision d'être le leader sur la gestion financière pour les TPE-PME en Europe. C'est toujours le cas. Donc, dans les 2 à 3 ans, en fait, on a très, très vite ouvert notre produit sur 3 autres marchés, qui sont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, sur lesquels on est toujours présent. Et on n'en a pas ouvert d'autres. Pourquoi ce choix? Parce que notre produit, on préfère en gros faire bien dans les marchés auxquels on a, et aussi parce qu'évidemment c'est les 4 plus gros marchés en termes de TPE-PME en Europe. Et donc évidemment notre solution de gestion financière, on pourrait se dire on ouvre sur tous les marchés et on conviendra bien à un certain nombre de clients. On voit bien quand même que ça nécessite dans les proportions de 20 à 30% une localisation de notre produit, de notre service. La fiscalité en Espagne se gère de façon totalement différente pour les entreprises de la fiscalité en France par exemple. Et donc ça nous a
stimulés, disons, à avoir une approche, on se concentre sur peu de marchés, on les fait bien et on en ouvrira d'autres à l'avenir. C'est ça notre vision. On n'a pas non plus de vision d'aller en dehors de l'Europe, rien que parce que c'est assez facile de ne gérer qu'une seule devise. En tout cas, alors évidemment, il y a les paiements, mais en tout cas sur nos comptes bancaires. Donc nous, c'est ça notre vision. Ce qui est intéressant sur l'international, on vient de sortir depuis 3 ans, tous les ans, on sort un observatoire des paiements des TPE-PME. Ça me permet juste de rebondir un tout petit peu sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit par exemple dans l'usage de nos clients, c'est qu'en 2023, 1% des clients utilisaient en fait ou payaient régulièrement pour un outil d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est quasiment 10%. Donc, c'est sûr, on sait, c'est pas nouveau, et surtout, ça devient une attente en fait de nos clients. Alors moi, je parle évidemment des pros, hein, je sais pas pour les particuliers, mais de l'usage personnel, je pense qu'on vit tous, ça va être le cas aussi. Moi, ma vision, c'est comment on répond à cette demande qui devient évidente et comment ça devient une opportunité pour nous d'apporter des services supplémentaires, additionnels, parallèles, qu'on va pouvoir aussi monétiser en apportant de la valeur à nos clients. Donc évidemment, ça va être un centre de coût, ça c'est sûr. Et je suis aussi d'accord sur la partie énergétique, qui pour moi est une vraie question aussi, comment on gère cet équilibre compte tenu des défis environnementaux auxquels notre société doit faire face, et pour moi c'est une vraie réalité. Néanmoins, d'un point de vue client, ça peut aussi devenir une vraie source de profit, parce que si on ne s'y met pas avec la bonne réponse aux bons besoins, tout simplement les clients ne viendront plus chez nous. Et ça, c'est une réalité à laquelle je pense chacune de nos entreprises seront confrontées. Par exemple, nous, il y a quelques mois, on a sorti un outil sur base d'IA générative qui permet à des créateurs d'entreprises, à nouveau, c'est une grosse partie de notre business, de créer leur premier logo. La plupart des créateurs d'entreprises, en fait, tu te crées un logo parce qu'en fait, tu as besoin de l'afficher sur ton site web, etc. En 2 semaines, c'était utilisé par 40% en fait, de nos clients. On s'y attendait pas, mais c'est une réalité en fait, et ça simplifie. Donc c'est dans le monde de la simplification et c'est dans le monde de ces nouveaux outils, nouveaux usages qui rendent la vie plus simple des clients. Par ailleurs, sur la partie autonomie, nous, alors là, on a pas mal parlé des clients. Nous, on investit énormément sur la partie interne, en effet. Alors il y a toute la partie gestion de la fraude, etc. Mais comment on rend le métier et nos collaborateurs plus efficaces, comment ils peuvent se détacher de missions et d'activités plus chronophages, avec moins de valeur ajoutée, pour justement eux-mêmes utiliser leur temps sur des sujets plus intéressants. Par exemple, la traduction d'un site web. En fait, la plupart des entreprises ont des copywriters, etc. Nous, on a évidemment ces copywriters. En revanche, avec l'intelligence artificielle, on peut nourrir avec ce qu'on appelle notre tone of voice, donc la façon dont la marque Conto parle à ses clients, avec évidemment les valeurs qu'on veut apporter dans chacun de nos marchés qui sont différentes. Et donc pour moi, l'intelligence artificielle en interne dans les entreprises, et dans les nôtres en particulier, c'est surtout une opportunité de mettre à l'échelle des compétences. On sait bien, quand on recrute, on passe énormément de temps à former des gens. En fait, l'intelligence artificielle et l'IA générative en particulier permet de mettre à l'échelle ce qu'on appelle, nous, des standards, c'est-à-dire comment en fait le service client s'adresse à un client Conto. C'est quoi le tone of voice, tous ces trucs-là. Donc voilà, c'était le dernier point. Non, très intéressant. Jean-Bernard ? Oui, si je peux réagir aussi sur l'IA, parce que je pense qu'on n'est pas dans les mêmes situations quand on est dans des sortes de start-up ou des entreprises qui ont un fort développement devant elles, puis des entreprises qui ont tout un stock, j'allais dire, à gérer, et surtout des collaborateurs à gérer en nombre. Parce que je pense réellement que l'IA générative est quand même un game changer. Alors certes, ça s'appuie sur tout ce qui a déjà été fait depuis des dizaines d'années, mais c'est un game changer. Et on voit que ça va apporter de l'efficacité partout dans l'entreprise, que ce soit dans la relation client, dans l'efficacité personnelle de chacun, dans les métiers de chaque acteur. Et ça, pour des entreprises comme Conto ou comme nous, qui ont des perspectives de croissance fortes, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre à bras-le-corps, parce que c'est ce qui va nous permettre de croître en apportant le maximum de valeur ajoutée à nos clients aux coûts les plus faibles. Pour des entreprises qui ont déjà beaucoup de clients,
et qui n'ont pas les mêmes perspectives de croissance parce qu'elles ont déjà leur part de marché, il y a une dimension sociale qu'il va falloir gérer, une transformation humaine qu'il va falloir accompagner. Et on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques parce que nous, c'est au fond, on va l'intégrer dès l'embauche. C'est effectivement ce que tu dis. C'est comment on va permettre à nos nouveaux collaborateurs de s'approprier le plus rapidement possible nos process, les produits, etc. et apporter le plus de valeur à leurs clients. Donc je crois qu'il y a vraiment des situations un peu différentes selon qu'on est sur une expansion forte sur laquelle l'IA sera vraiment un accélérateur, et puis les grandes entreprises qui doivent l'intégrer, mais avec une problématique de gestion, d'accompagnement des collaborateurs qui est forte, avec bien sûr toutes les problématiques de sécurité qu'on rejoint tous. Là, pour le coup, qu'on soit plutôt start-up ou pas, c'est des impératifs qu'il faut absolument respecter. Merci Jean-Bernard. Peut-être un dernier mot, un dernier thème, ça m'intéresse d'avoir vos retours. On l'a vu aussi dans l'enquête, tous les ans on pose des questions sur la légitimité des banques à proposer des services qu'on peut appeler extra-bancaires sur certains thèmes. Mais on voit aussi dans l'enquête d'ailleurs que ça avance assez lentement. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que les initiatives que vous avez pu lancer, moi je pense par exemple à tout ce qui est aide à la rénovation énergétique, de façon générale sur la mobilité, est-ce que ces services-là, ça devient un relais de croissance? Est-ce qu'aujourd'hui on est au milieu du gué? Noémie, sur Société Générale. Je pense que l'étude, elle était assez parlante. En fait, je pense qu'on a beaucoup parlé. La réponse est un peu sur la même. Je pense qu'il faut repartir du besoin du client au départ. C'est-à-dire qu'en fait, le client, il a un besoin qui, dans certains cas, peut déborder un peu de la stricte réponse financière. Lui, il a toujours eu le même besoin. Avant, on y répondait juste sur l'aspect financier. Et maintenant, on a la possibilité aussi... parce qu'on est mieux capable d'intégrer les différents services, parce qu'on s'appuie davantage sur des partenaires, etc., d'apporter une réponse qui est plus complète, qui parfois va cumuler un certain nombre de services qu'on met sous l'ombrelle services financiers, et parfois va aussi couvrir d'autres aspects qui ne sont pas directement financiers, qui vont plutôt être, tu en as parlé Philippine, de l'ordre de l'aide à la gestion de l'activité en général. Donc voilà, les services typiquement c'est vrai sur les trois marchés, pour les professionnels typiquement, les services de type aide à la gestion de l'activité, etc., on les voit arriver dans l'ensemble des banques. C'est le cas pour nous aussi. On a une offre qui s'appelle VisUp qui fait précisément ça. On va avoir une offre encore un peu différente si on s'adresse à des corporates plus grands, parce que les besoins d'un trésorier dans une entreprise plus grande sont évidemment pas exactement les mêmes que les besoins d'un directeur financier dans une entreprise de taille moyenne. Donc là, on va avoir des services qui, encore une fois, vont s'appuyer aussi beaucoup sur le processing de la donnée, la capacité à interpréter la donnée et à l'utiliser, à la donner à voir et à prendre ou à conseiller ou à prendre des premières décisions sur la gestion de trésorerie plus complète, y compris la couverture de change, etc. On est quand même dans le registre du financier, mais en fait, on va aborder une expérience beaucoup plus grosse. Ces sujets-là, nous, on y croit énormément. Je pense que c'est vraiment l'avenir de la proposition bancaire. Pareil, je prends un autre exemple sur le registre plutôt des particuliers, ou même encore une fois des professionnels. Aujourd'hui, nos professionnels, ils ont aussi un enjeu de transformation de leur propre business model. On a parlé des impacts énergétiques. Aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de notre responsabilité de banque de venir conseiller un professionnel en lui disant est-ce que tu pourrais mettre en place des panneaux photovoltaïques sur ton toit pour ensuite être capable de baisser ton empreinte et donc potentiellement avec des impacts financiers? Bien sûr que oui, ça fait partie de notre responsabilité de conseil envers ses clients. Et donc là, on a toute légitimité à parler de ces sujets avec eux et c'est pour ça qu'on a ce type d'offre, par exemple. Donc moi, ce que je pense, c'est que nous, on n'a jamais vraiment cru au fait qu'on pouvait utiliser nos agences pour vendre des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec des besoins à forte composante financière. Par contre, je pense que oui, on est assez convaincu du fait que proposer des réponses complètes à 360 à nos clients sur des besoins qui sont les leurs, c'est notre métier, c'est le cœur de notre métier, c'est même pas extra-financier. Merci. Pierre, sur BNP Paribas, vous avez aussi lancé pas mal d'initiatives. Quel bilan? Intermédiaire, je ne sais pas. Ce sera toujours intermédiaire parce que la transformation, elle est permanente. Deux convictions. La première conviction, c'est d'abord, il faut bien faire et très bien faire ce que l'on doit faire avant d'aller voir ailleurs. Et
des entités comme Conto ou comme d'autres activités nous challenge sur notre qualité de service, sur de nouveaux services qui sont notre cœur de métier. Et c'est d'abord là-dessus qu'on doit progresser. Donc il ne faut pas se tromper de priorité. Et donc on sait il faut être humble. On se re-challenge perpétuellement dans le groupe BNP Paribas en se disant c'est très bien l'open banking, c'est très bien d'aller voir ailleurs, mais il faut d'abord être excellent sur ce sujet-là et dans la durée. Il n'y a rien de plus important de dire nous avons des clients fidèles, nous les accompagnons dans les moments de vie sur la durée. Donc ça, c'est la première conviction. Donc on est un peu revenu là aussi, je ne sais pas si c'est de la prudence, mais sur cet effet de mode où il fallait aller voir ailleurs. Ça, c'est la première conviction. La deuxième conviction, qui est extrêmement forte, et vous l'avez entendu au travers de ce que j'ai dit sur l'IA, c'est les banques, et le groupe BNP Paribas en particulier, il se sent une très forte responsabilité dans la société sur les enjeux climatiques notamment, et sur l'ESG d'une manière plus générale. Et donc si on fait de nouveaux services, c'est pour accompagner nos clients, mais accompagner nos clients et quelque part les aider à se transformer. Parce que comme c'était montré dans l'enquête, les clients eux-mêmes, la société elle-même, ok, quand elle en parle comme ça dans les dîners en ville et notamment parisiens, elle est convaincue. Mais sur le terrain, elle a encore un peu de mal. Et l'objectif du groupe BNP Paribas, c'est d'accompagner en leur expliquant aux clients que c'est extrêmement important. Et donc oui, sur les deux grands exemples que sont la mobilité ou sur la rénovation énergétique, il faut le faire. Et il faut le faire parce que, évidemment, ce sont des relais de croissance, hein, il ne faut pas se mentir, mais il faut le faire parce que ce sont des enjeux totalement clés pour la société. Et le groupe BNP Paribas, il se sent responsable de ce point de vue-là. Donc c'est sur ça les enjeux de l'ouverture à d'autres services. Il y en aura peut-être d'autres, mais faisons déjà cela très bien. Très bien, merci Pierre. Philippine, je trouve que c'est intéressant parce que Conto, comme vous le dites, cherche à aider les entrepreneurs dans toutes ces composantes. Vous avez fait aussi, il me semble, l'acquisition, je me trompe, d'un éditeur. Ouais. Alors non, c'est pas un éditeur. C'est pas un éditeur, justement, parce que moi je prends souvent l'exemple d'une pizzeria. Je ne sais pas si vous aimez la pizza, moi j'aime bien la pizza. Quand on va dans une pizzeria, on veut avant tout manger une très bonne pizza. Donc nous, c'est notre choix, je rejoins ton point Pierre, c'est de se concentrer à faire la meilleure pizza possible dans notre domaine d'expertise. Donc la meilleure solution de gestion financière avec les fonctionnalités bancaires pour les TPE-PME sur nos 4 marchés. Et ça déjà, ça nécessite toute l'énergie, le savoir-faire, les ressources de nos 1500 personnes et je trouve déjà que c'est gros. Je trouve déjà que ça fait beaucoup de compteurs. Et donc nous, notre choix, c'est en revanche de répondre aux besoins du client, et là je te rejoins Noémie, sur la volonté d'interopérabilité de leurs solutions et des intégrations. Aujourd'hui, Conto est intégré avec plus de 80 en fait, solutions qui sont les meilleures de leur marché, par exemple en comptabilité, c'est un exemple qui parlera à tout le monde. Et ça permet aux clients d'avoir sur une interface comme sur l'autre, en fait, des flux de données, évidemment parfaitement gérés, mais qui sont interopérables et qui permettent de bénéficier de toute l'expérience. Moi, c'est ça ma vision. Je pense que, et alors pour les professionnels en particulier, à l'aune de la réforme de la facturation électronique, il y a encore plus de mouvements entre justement cette partie bancaire et cette partie facturation, pré-comptabilité, comptabilité. Et donc nous, on a racheté Regat, on a annoncé le rachat de Regat il y a 2 mois. Ça va nous permettre de significativement avancer sur 2 points. Le premier, c'est les solutions de pré-comptabilité et de gestion financière. Et donc, oui, des fonctionnalités additionnelles aux fonctionnalités bancaires, mais qui sont très naturel et quasiment, tellement proche qu'en fait c'est quasiment le même domaine d'expertise. Et deuxièmement, sur l'interface entre eux, justement, le monde de la comptabilité qui est aujourd'hui extrêmement bien fait par des acteurs historiques qui ont mis à nouveau, eux, toutes leurs ressources et leur intelligence depuis quasiment, en tout cas des dizaines d'années, et qui, du coup,
donne une profondeur fonctionnelle très forte. Nous, avec Regat, cette solution va nous permettre de nous intégrer avec ces éditeurs historiques et donc pouvoir beaucoup mieux interfacer et simplifier la relation entre les experts comptables et leurs clients. Ça, c'est le deuxième point. Merci Philippine. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette heure d'échange qui m'a paru extrêmement intéressante, extrêmement éclairante. Merci beaucoup.